Je pense qu'on va pouvoir démarrer maintenant. S'il y a des retardataires, c'est pas grave. Ils auront encore deux, trois petites minutes avant qu'on attaque le sujet principal. Donc, comme je disais, merci de votre présence ce matin. Donc, je suis Frédéric François. Donc, je suis Project Development Manager chez Formulas depuis un peu plus de 10 ans. Ce webinaire est le premier que nous organisons sous ce format. Il répond à une demande que nous avions de plus en plus souvent pour ce type de conférence. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos remarques ou éventuellement à des sujets que vous souhaiteriez que nous abordions dans le futur. Pour cette présentation, ce webinaire, nous utilisons la plateforme GoToWebinar. Donc, pour poser toutes vos questions, vous allez pouvoir aller sur l'onglet ici avec un petit point d'interrogation. Donc, seul Sylvain Terrain, qui est mon collègue juste ici à côté de moi et qui est responsable de notre service technique, voit les questions. Donc, les autres participants ne verront pas les questions. Sylvain y répondra et lorsqu'il répondra, il va répondre à tout le monde, comme ça tout le monde pourra profiter de la question. Vous voyez à côté de l'onglet questions, il y a aussi un petit onglet avec un document et une petite agrafe. C'est un onglet dans lequel vous allez trouver deux documents à télécharger. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a aussi une troisième personne qui est présente et elle est juste en face de moi et c'est Catherine qui est notre responsable du marketing et qui coordonne un petit peu ce webinaire. Donc ce webinaire va se dérouler en deux parties. Une première partie où je vais parler de l'isolation sous-radiée, isolation verticale aussi bien contre terre, donc extérieure, que verticale intérieure. Elle va durer une demi-heure. On va essayer d'avoir terminé cette partie vers midi. Et puis, on a consacré un quart d'heure pour un question-réponse. Donc, on veillera à terminer à midi quart le webinaire. Comme ça, vous aurez le temps encore de déjeuner sans être trop à la bourre. On attaque directement alors par l'isolation sous-radiée. Donc, le cas de figure que l'on rencontre le plus souvent, c'est nous avons un sol ici, nous avons une couche d'égalisation, un isolant, un film de désolidarisation, ça va être par exemple un film de polyéthylène, et puis les armatures et le radier béton. On va retrouver deux types d'isolants dans une isolation sous-radiée. On va, oui, je vais juste alors passer. On va retrouver deux types d'isolants qui sont le verre cellulaire, donc le foam glace essentiellement, et le polystyrène extrudé, donc le XPS. Juste pour revenir un petit peu avant, j'ai été un tout petit peu trop vite dans mes explications. Voilà, ça ce sont les deux documents téléchargés dont je vous parlais tout à l'heure. Celui-ci, donc matériaux isolants et statiques, a servi de base pour mon exposé sur la partie isolation sous les radiers. Donc c'est une brochure qui a été réalisée par Gruner, qui est en français, disponible en français dans l'onglet que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais elle existe aussi, si vous avez des collègues allemands, elle existe aussi en allemand. Vous retrouvez aussi une brochure, la brochure A5, qui présente un petit peu toutes les applications foam glass. Donc, ce sont des vues 3D avec les légendes des produits à appliquer. Je reviens alors. Donc, le tableau ici est extrait de la brochure de Gruner dont j'ai parlé ici sur le slide juste avant. Et on retrouve alors les deux types d'isolants les plus utilisés dans le cas de figure isolation sous radier. Vous avez une première partie ici qui est la partie plutôt structurelle, donc on va tenir compte de la résistance à la compression du verre cellulaire ou de l'XPS, et on a tenu compte d'un coefficient de sécurité. Dans une isolation sous-radiée, il ne faut pas tenir compte que de la résistance à la compression, il y a aussi la déformation à long terme qui intervient et qui est non négligeable dans le choix de l'isolant. On voit que le verre cellulaire ici a une déformation à long terme qui est extrêmement intéressante. Vous avez un tassement initial qui apparaît et puis ce tassement n'évolue pas dans le temps. On voit que le polystyrène
l'XPS, donc le polystyrène extrudé, a une déformation beaucoup plus importante. J'ai repris ici les différentes résistances à la compression du verre cellulaire du foam glass, parce qu'effectivement ce n'est pas explicite, hein, quand on a du T3+, ben c'est 500 kPa, 600 kPa pour le T4+, le S3 monte à 900 kPa et le F 1600 kPa. Là on est dans des charges très importantes pour des camions de pompiers, des choses comme ça. L'XPS classiquement est défini par les trois chiffres à l'arrière qui sont 500, ben forcément 500 kPa et 700, 700 kPa. Ce sont les deux grands types d'XPS qui sont utilisés. On peut retrouver ici sur un deuxième tableau les déformations sous contrainte de l'isolation. On voit vraiment les fortes variations qu'il existe entre les deux types de produits. On voit le verre cellulaire qui se déforme très peu sous charge, donc on arrive à un maximum 1,8 mm. Par contre, l'XPS se déforme beaucoup plus. On voit qu'on arrive à des 5 voire 5,8 mm sous déformation. Ici dans la brochure, ils ont parlé aussi de l'XPS 300, mais on va le retrouver très peu souvent sous un radier. Forcément, comme on a vraiment des grandes variations dans les déformations, cela a un impact non négligeable sur les différentes applications. Par exemple, quand on a une isolation mixte, ce qui peut arriver pour des raisons budgétaires, par exemple, on va se réserver le foam glass sur la partie structurelle et puis on va mettre plutôt un XPS sur la partie qui ne reprend pas de charge. Forcément, comme il y a une différence de déformation, on risque d'avoir une fissuration à ce niveau-ci. Donc il est très important quand on utilise une isolation mixte d'avoir une armature tout à fait spécifique à ce niveau-ci, au niveau des raccords entre les deux isolations. C'est pour ça que de préférence, il vaut mieux avoir une isolation tout à fait homogène, donc utiliser un verre cellulaire sur toute la surface pour éviter ce type de désagrément. On voit classiquement ici qu'on a utilisé le foam glass pour reprendre des colonnes et le reste, ben, c'est sans doute une utilisation beaucoup moins, en tout cas le radier est beaucoup moins chargé à cet endroit-là. On voit aussi, donc, une isolation sous radier, on a deux types de cas de figure. On est en milieu sec, donc on va retrouver une pose, ce qu'on appelle libre. Donc on a, peu importe l'isolant, ici on va retrouver du foam glass ou de l'XPS qui est posé sur une couche d'égalisation, ça va être un gravier, un lit de sable ou un sable stabilisé. Tous les cas de figure sont envisageables. Ensuite, ben, on va pouvoir utiliser, on va mettre sur l'isolation un film polyéthylène et puis ensuite on va mettre le radier qui va être coulé sur cette couche de désolidarisation. Pardon. Deuxième cas de figure, on est dans un système où on a un milieu humide, donc soit il y a une présence de nappes phréatiques, des sources, on est vraiment parfois, vous voyez qu'on peut aller très profond, donc on va alors veiller à éviter toute infiltration d'eau. Donc on va utiliser un isolant, ici ce sera le verre cellulaire dans ce cas-ci, qui va être collé en pleine adhérence sur un béton de propreté. Donc la couche ici d'égalisation, ça va être le béton de propreté, contrairement au cas de figure précédent où nous avions du sable stabilisé ou du gravier. Pour s'assurer de l'étanchéité du système, donc pour vraiment garantir l'étanchéité, on va pouvoir ici souder une membrane bitumineuse sur le foam glass. Ici, c'est un bâtiment, donc c'est ce qu'on appelle les archives de l'État, donc qui se trouve à Luxembourgville. Donc ici, comme ce sont des documents qui vont être stockés dans les locaux qui vont être sur le radier,
Ce sont des documents importants, ce sont des archives de l'État, donc aucune infiltration d'eau n'est possible, aucune humidité ne peut entrer dans le bâtiment. Donc ici, on a vraiment pris une sécurité totale, même si on voit qu'il n'y a pas de problème d'humidité, il n'y a pas de source, même si on en était ici, on est en plein mois de juillet, au mois d'août, on voit qu'il n'y a pas de coulée d'eau, il n'y a pas de source apparente. Même dans ce cas-là, ben, on a préféré s'assurer d'avoir une étanchéité totale avec le foam glace. Pour avoir vraiment une idée complète de l'isolation sous radier, en cas de figure qu'on retrouve de temps en temps, c'est le granulat de verre cellulaire. Donc ce sont des granulats. Donc on voit que le pouvoir isolant n'est pas ce qu'il y a de plus optimal. On est sur du 0,07 à 0,09 de watts par mètre et par Kelvin. Comparé au foam glace ou comparé à l'XPS, on n'est pas dans le même, on n'a même pas dans la même catégorie d'isolant. Mais alors, on va travailler, comme on a un pouvoir isolant qui est moins bon, on va travailler sur des épaisseurs beaucoup plus importantes. On va travailler alors par couche, on va travailler sur des couches de 30 cm maximum compactées. On peut mettre 2, voire 3 couches. Généralement, on ne dépasse pas les 60, c'est le cas de figure le plus rencontré. 30 peuvent suffire, mais généralement, on travaille plutôt sur du 60 cm. Comme ce sont des granulats, donc c'est un système complètement drainant, donc on va pas pouvoir travailler quand on a une nappe phréatique qui est dans le sol. On va mettre en fond de coffre un système de drainage qui va pouvoir évacuer les eaux pour éviter l'accumulation d'eau. On va mettre un géotextile autour pour éviter que la terre ne vienne colmater les granulats. En partie supérieure ici, on va pouvoir mettre un film polyéthylène comme pour les autres cas de figure qui va servir de désolidarisation et puis on va remettre les armatures et le radier qui va venir se couler sur le système. Voilà. Ça c'était pour revoir un petit peu tous les cas de figure de l'isolation sous radier. On peut aussi, dans certains cas, pour la Belgique, ça va être plutôt la partie est, l'Ardenne, et pour le Grand-Duché, ce sera plutôt la partie nord, donc plutôt côté Eifel, que cette solution va être intéressante. C'est le cas du foam glace qui va pouvoir servir de barrière au radon. Donc c'est un gaz qu'on veut éviter dans certains bâtiments. Donc là aussi, on va pouvoir travailler sur un système complètement étanche avec le foam glace. S'il y a des Français dans l'assistance, eux aussi sont confrontés à cette problématique, notamment dans les parties centrales. Dès qu'il y a les parties montagnardes, sont fortement confrontés à cette problématique. Maintenant, on va passer alors pour la partie verticale ici, l'isolation contre terre. Donc, on va mettre l'isolation à l'extérieur. On parlera tout à l'heure de l'isolation à l'intérieur. Là aussi, deux cas de figure. On a un support, soit la maçonnerie, soit le voile béton, sur lequel on vient souder une membrane d'étanchéité, un isolant. Alors là, ce sera tous les types d'isolants qu'on va pouvoir mettre, le polystyrène expansé, extrudé, le verre cellulaire, c'est ce qu'on va rencontrer dans ce type de cas de figure. Sur l'isolation, on va mettre une couche filtrante, une couche drainante, ensuite une couche filtrante. Les deux peuvent faire partie du même complexe. On connaît tous le Platon, où les deux éléments sont collés les uns aux autres. C'est tout à fait envisageable. Deuxième cas de figure, c'est un voile béton ou une maçonnerie. Et alors, on va pouvoir coller l'isolant. Dans ce cas-ci, ce sera le verre cellulaire, le foam glace, sur lequel on va souder une membrane d'étanchéité. Et ensuite, on va mettre une protection mécanique qui va protéger la membrane d'étanchéité de percements éventuels lorsqu'on va remblayer avec une terre où il y aura quelques graviers qui risquent de percer le système. L'avantage du foam glace dans ce cas de figure, c'est que si jamais malheureusement une pierre vient perforer tout le complexe protection mécanique et étanchéité,
Le foam glass va encore servir de protection pour éviter le passage d'eau ou d'humidité, parce que dans ce cas de figure, en partie enterrée, on va toujours colmater les joints ici avec de la colle qui est une colle complètement étanche, et ça sert de, de ça sert d'étanchéité, et on aura un système alors là tout à fait performant qui protège vraiment bien les locaux qu'on va pouvoir isoler. Il faut être très prudent quand on a de l'humidité dans le sol, quand on est vraiment en nappe phréatique ou qu'il y a des sources. Il faut vraiment éviter toute infiltration d'eau dans le système isolant. Parce qu'alors on a un risque forcément, si de l'eau vient se mettre dans l'isolant, le pouvoir isolant du système va complètement chuter et on a des risques assez importants d'avoir une condensation sur les murs. Donc vraiment être très prudent. L'avantage du foam glass, c'est que comme il est complètement étanche et comme j'ai dit tout à l'heure, les joints sont colmatés à la colle, on a quelque chose de complètement fermé à l'humidité ou à l'eau et on évite toute cette problématique de condensation à l'intérieur. Un gros problème qui est sous-estimé en isolation enterrée, c'est la problématique des insectes, notamment des fourmis, qui viennent creuser des galeries dans l'isolation, notamment dans les mousses EPS, XPS. On voit ici un cas de figure où une colonie s'est installée, vous voyez vraiment qu'il ne reste plus rien. Elle creuse des galeries dans l'isolant. Vous voyez ici, forcément, l'humidité va entrer et on a un système qui n'est plus du tout isolant. On voit ici les colonies, les fourmis s'installent en colonies, donc ça peut créer vraiment parfois des grands dégâts au niveau d'isolation. On a aussi des larves de coléoptères qui peuvent s'installer dans les mousses, mais ce sera des galeries plus ou moins, beaucoup moins complexes que les galeries ici d'une colonie. C'est quelques individus qui vont s'installer, donc ça peut créer des désordres, mais beaucoup moindres que lorsqu'on va avoir une colonie de fourmis qui s'installe et qui va se développer dans le temps. Un cas de figure pour lequel on est souvent contacté, c'est une isolation en limite de propriété, qu'il y ait un bâtiment existant ou non, peu importe. On retrouve ce type de, ici on a schématisé sur une coupe, on va retrouver, donc on est en partie fortement enterré, on va retrouver un mur de soutènement, un voile béton. Et alors la solution qu'on propose dans ce cas-là, c'est d'avoir une couche drainante qui est fixée mécaniquement sur le voile béton. Ensuite, on vient fixer mécaniquement le foam glass. Comme tout à l'heure, les joints sont complètement obturés, donc on a quelque chose de complètement étanche. Le système de fixation est non traversant. Forcément, si on vient avec un système de fixation traversant, on a un risque d'infiltration d'humidité. Le foam glass va servir de coffrage, on va dire de coffrage perdu au voile béton. On va venir installer les armatures, un coffrage, on va dire extérieur, on vient couler le voile béton et on a quelque chose de complètement isolé et de complètement étanche. Pour ceux qui ont une bonne vue, vous voyez le système de fixation traversante, non traversante, pardon, ici pour le foam glass. Pour ceux qui, comme moi, ont une moins bonne vue, voilà, un zoom sur le Anker F. Donc, on a des ailettes verticales qui viennent. On vient enfoncer la fixation dans le foam glass. On vient ensuite le fixer mécaniquement. Et pour la rangée de foam glass suivante, va venir s'enfoncer dans les ailettes ici apparentes. Donc, on a un système qu'on utilise très souvent en milieu humide et forcément, vous voyez qu'il n'est pas du tout traversant. Donc, on peut ici soutenir, fixer mécaniquement un très haut mur sans risque de versement des panneaux et on est garanti on garantit un système complètement étanche, il n'y a aucune possibilité que l'eau n'entre dans le système. Maintenant, on va passer en isolation intérieure. Dans certains cas, il est
pas possible quand on veut isoler un local, un mur sous terre, quand on est par exemple ici le propriétaire d'une habitation dans cette rue, ben, si on veut isoler un local enterré, ben, forcément on ne pourra pas accéder par l'extérieur ici, ni même en partie mitoyenne, ben, il est tout à fait impossible d'isoler par l'extérieur, donc on va devoir isoler par l'intérieur. Un autre cas de figure aussi, quand on a des locaux humides à l'intérieur, que ce soit en neuf ou en rénovation, on peut très bien les isoler par l'intérieur. Donc ça va être classiquement une piscine privée, un spa, un jacuzzi. Mais si c'est des bâtiments publics, ça pourra être des cuisines, des buanderies, voilà, toute une série de locaux humides qui peut être intéressant d'isoler par l'intérieur, ne fût-ce que pour un certain confort thermique. Par exemple, on a une piscine qu'on n'utilise pas tous les jours, ben, on va pouvoir, en isolant par l'intérieur, baisser la température journalière. Et puis quand on va pouvoir profiter de cette installation, ben, on va monter la température et le local va chauffer beaucoup plus vite que si c'est isolé par l'extérieur. De plus, en isolant comme ça par l'intérieur, on va pouvoir éviter toutes les problématiques de ponts thermiques qui arrivent régulièrement et qui causent vraiment de très gros dégâts parce qu'on va avoir de la condensation qui va se faire sur les murs. On a un risque de moisissure tout à fait important. Donc on évite classiquement d'isoler une partie par l'extérieur, une partie par l'intérieur. On préfère alors isoler complètement par l'intérieur. Forcément, dans ce cas de figure où on est en partie enterré, que ce soit un local humide qui est contre des locaux à température classique, des pièces habitables, ou que ce soit un local standard qu'on veut aménager, qu'on veut isoler, qui est contre des locaux froids qui sont des caves, un vide ventilé, peu importe. Par exemple, si ici c'est le cas d'une pièce de hobby qu'on veut isoler pour le confort thermique du propriétaire, ici ben, ça va être le cas d'une piscine ou d'un jacuzzi, comme dit tout à l'heure. Vraiment être très très prudent pour éviter tout risque de condensation. Tout le monde connaît la problématique du point de rosée. Donc, pour rappel, si jamais on a de la vapeur d'eau qui traverse ici le complexe, arrivé à une certaine température, ben voilà, classiquement, on est sur du 10 degrés, 10, 11, 12 degrés, qui est le point de rosée. Si ce point de rosée se retrouve dans l'isolant, que la vapeur arrive à cette température, elle va condenser, donc on va avoir de l'eau qui se met dans l'isolant. Donc il faut être très prudent. Avec le verre cellulaire, le foam glass, ben, c'est complètement étanche. Le verre cellulaire est complètement étanche, donc on évite tout à fait cette problématique de condensation à l'intérieur du complexe isolant. C'est pour ça que quand on va isoler avec foam glass, on est très vigilant à bien étanchéifier complètement tous les joints, que ce soit au sous-sol, les joints entre plaques, ben, on va utiliser de la colle complètement étanche pour éviter tout risque de condensation à l'intérieur du système. Si c'est pas un verre cellulaire, si on travaille avec un autre isolant, on va devoir alors être très très prudent avec le pare-vapeur, éviter tout percement et vraiment veiller à ce que ce soit complètement bien raccordé pour éviter cette problématique de condensation, alors qu'il va détruire complètement le complexe isolant, ce qui n'est évidemment pas le but lorsqu'on isole un bâtiment. Donc en milieu sec, on va se retrouver avec un système voilà, classique. On a une maçonnerie, un voile béton, un isolant qui est collé sur le support, ou alors parfois on va mettre une structure bois ou une structure métallique sur le support, et puis on va avoir une finition qui va venir contre l'isolation. Ici, on va pouvoir travailler avec tout type d'isolant, donc on va quand même être prudent parce que forcément on ne sait jamais dans le futur comment va évoluer le système. Est-ce qu'à l'extérieur il ne va pas y avoir des infiltrations d'eau qui vont arriver, des choses comme ça. Donc être très très prudent avec ce système parce qu'une fois que c'est isolé, ben, on n'a plus du tout accès. Et ben, je suppose que vous tous avez déjà connu ces cas de figure où on retrouve des isolants complètement mouillés ici à l'intérieur parce que ben,
on voit trop tard que le système a pris l'eau, et puis on le voit seulement quand ici ça commence à pourrir. Alors derrière, on n'a plus rien du tout. On a les structures qui sont complètement pourries si c'est du bois, ou si c'est du métal, c'est complètement oxydé. Donc il faut être quand même relativement prudent, même en milieu sec. Quand on isole aussi par l'intérieur, milieu sec ou milieu humide, mais en milieu sec aussi, être très très prudent avec le type d'isolant que l'on utilise. Forcément, comme on est en sous-sol, classiquement, ce sont des endroits confinés avec un accès extrêmement restreint. C'est souvent une porte, une cage d'escalier. Donc, en cas d'incendie, forcément, la possibilité d'évacuation des personnes est très très limitée. Quand c'est un bâtiment privé, quand il y a très peu d'habitants, ce n'est pas, entre guillemets, l'évacuation est beaucoup plus facile. Si ce sont des locaux publics ou qui peuvent accueillir certaines personnes, je pense notamment à un gîte où il y a des personnes, on peut avoir certains gîtes où il y a 10, 15, 20, voire parfois 30 personnes qui peuvent accéder aux locaux, être exactement très prudent au type d'isolant, parce que certains isolants, notamment les mousses plastiques, en cas d'incendie, dégagent des vapeurs extrêmement toxiques. Et comme l'évacuation des personnes est très limitée, il y a de fortes probabilités que les personnes décèdent, pas à cause des flammes, mais vraiment à cause des fumées qui sont dégagées par les isolants. Donc vraiment être très prudent à ce niveau-là. Donc veiller vraiment à la classification feu des produits qui sont utilisés en isolation intérieure. En milieu humide, je vois ici qu'on a un petit souci, on corrigera la présentation. Ici, on est en milieu humide, donc on est un isolant qui est fixé, qui est collé sur le voile béton, avec les joints qui sont aussi complètement étanches. Et on peut très bien mettre, c'est ce qu'on retrouve classiquement en cas de piscine, on retrouve ça très souvent. On va mettre du foam glace, un enduit avec une armature, et puis on vient mettre, donc l'enduit c'est une couche de fond avec un voile de verre qui est marouflé, et puis un enduit de finition qui vient se mettre sur le foam glace. Classiquement, en milieu humide, dans des endroits aussi confinés, on va travailler avec le verre cellulaire. Travailler avec d'autres isolants est plus que risqué. C'est courir vraiment à la catastrophe, ça c'est pratiquement assuré. Il va y avoir de la condensation parce que les milieux humides sont extrêmement contraignants, on va le voir juste après. Donc il y a vraiment un très très gros risque d'avoir des dégâts au niveau des condensations dans d'autres isolants que le verre cellulaire. Les dégâts donc, qui peuvent être occasionnés, ça va être notamment par les gaines, que ce soit les gaines électriques ou les gaines sanitaires, les tuyaux de plomberie ou de chauffage qui sont mises. Forcément, le chauffagiste ou l'électricien n'est pas sensibilisé à la problématique de l'humidité dans les locaux. Lui, ce qui le concerne, c'est plutôt la partie électrique, donc le reste ne le tracasse, entre guillemets, ne le tracasse très peu. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très prudent, notamment dans le cas de tous les percements, les boîtes électriques. Donc vous voyez ici une boîte électrique complètement étanche. On a mis un silicone en périphérie pour éviter toute condensation, tout risque de passage de vapeur entre l'intérieur et l'isolant. On voit ici aussi qu'il y a un petit capuchon qui vient fermer la gaine pour rendre complètement étanche, parce que ça arrive si on ne met pas ce système-là, qui est de la condensation carrément qui se mette dans la gaine d'isolation. Et alors forcément, vous pouvez imaginer que l'eau se condense et puis on arrive dans cette boîte électrique. C'est vraiment extrêmement dangereux. Non seulement il y a un risque de percement lors des travaux, lors de l'installation de l'électricité ou du chauffage, mais on a aussi un risque après par la pose d'étagères, la pose de meubles. Forcément, si la personne, le propriétaire ou la personne qui aménage la pièce n'est pas non plus sensibilisée à cette problématique, elle va simplement, pour fixer son étagère, percer et aller rechercher le mur, la paroi verticale. Et forcément, on perce le pare-vapeur qui a été fait par l'isolation.
Et forcément, bah, alors, on va avoir toute une série de problématiques de condensation qui vont apparaître dans le système. Pour vous aider au mieux, ben, on a réalisé un petit coffret qu'on peut venir vous présenter à l'occasion si vous voulez, et qui reprend un petit peu tous les cas de figure de risque de percement pour une isolation intérieure. Ici, par exemple, ben, on a prévu un système qui permet d'accrocher des meubles, des étagères, et qui évite tout percement du système. Ben, c'est classique. Ben, classiquement, ben, on demande au maître d'ouvrage avant de poser l'isolation, où est-ce qu'il prévoit de mettre des meubles, est-ce qu'il prévoit de mettre des étagères, et à ces endroits bien spécifiques, on va utiliser alors un système ici en bois pour pouvoir venir s'accrocher. On voit bien qu'on a repris ici la boîte qui est vraiment le gros point d'attention du système, et puis d'autres cas de figure qui sont envisagés pour des isolations à l'intérieur. Pour résumer un petit peu, parce qu'on arrive ici à la fin de notre partie entre guillemets théorique, pour résumer un petit peu les cas de figure que nous avons vus, l'isolation sous radier, ici l'isolation, rappelez-vous, se pose dans un milieu sec, pose libre, sur un lit de gravillon, les joints ne sont pas fermés, donc là, si jamais il y a d'humidité, on a un risque d'infiltration d'eau. Si on veut éviter toute infiltration, on a ici un système collé sur un béton de propreté avec le radier qui vient se poser, et entre les deux, on vient mettre dans les deux cas de figure un film polyéthylène. En partie verticale, ici, vous avez, souvenez-vous, deux cas de figure. Soit on vient alors avec une étanchéité et puis un isolant et puis une couche filtrante et drainante, ou bien alors ici, le cas de figure du foam glace qui est collé sur la partie verticale, et puis on a une membrane et puis une couche drainante. En partie intérieure, on a le système où on a l'isolation qui vient se mettre sur la paroi verticale avec une finition qui vient s'appliquer sur le foam glace. Ou effectivement, dans le cas ici, sous une autre, on peut aussi utiliser d'autres isolants. Mais alors les autres isolants vont généralement nécessiter une structure donc bois métallique, qui est toujours un risque d'infiltration parce qu'on va devoir fixer mécaniquement cette structure. Voilà, on arrive un petit peu au terme de notre partie théorique. Alors, on va consacrer cette partie-ci. Je ne sais pas quelle heure il est parce que je pense que l'heure a passé assez vite. Donc, on a encore une dizaine de minutes pour le question-réponse. Donc, je regarde mon collègue. Donc, je vois ici une question. Dès que le drainage ne fonctionne plus, l'eau qui s'infiltre dans les granulats de verre cellulaire va largement diminuer le pouvoir isolant du système. Oui, tout à fait. Donc, si je reviens, on va revenir alors. Et c'est un petit peu le cas de figure le plus défavorable. Voilà, on est ici. Effectivement, donc c'est pour ça que je disais, cette application-ci est intéressante, mais dans un milieu extrêmement sec. Forcément, effectivement, si l'eau monte sur une partie de la couche, forcément, le pouvoir isolant, on va dire que l'eau revient ici à moitié de la partie remblayée. Forcément, toute cette partie-ci n'est plus du tout isolante, puisque l'eau est un très bon conducteur thermique, donc forcément, le pouvoir isolant chute complètement. Donc, la partie encore qui va isoler sera juste la partie supérieure, ici la moitié supérieure du granulat. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il faut être très très prudent. Au niveau du drainage, bien s'assurer effectivement que le système fonctionne avec des regards au niveau des coins pour s'assurer et regarder régulièrement que le système est tout à fait performant. C'est pour ça aussi qu'on a mis un filtre, un géotextile pour éviter tout colmatage du système, et le système effectivement doit être drainant et il faut s'assurer de ce système drainant. Aussi une autre question sur la durée de vie du foam glace. Forcément, on parlait tout à l'heure parce que le pouvoir
Non, on doit non seulement tenir compte de la résistance à la compression de l'isolant, peu importe lequel, mais aussi la déformation à long terme. Donc le foam glass, lui, sa durée de vie certifiée. Donc on a une durée de vie certifiée de 100 ans. Donc dans nos EPD, notre durée de vie est de 100 ans. Comparé à d'autres, on est le seul. On est le seul isolant à avoir cette durée de vie. Donc classiquement, 100 ans, c'est la durée de vie d'un bâtiment. Les autres isolants, on est plutôt sur du 30, voire du 50 ans maximum de durée de vie du produit. Donc forcément, cet aspect est extrêmement important. Imaginez qu'on isole avec un produit qui a une durée de vie de 30 ans sous radier ou en partie enterré, ben voilà, dans 30 ans, on va devoir redégager. Sous radier, c'est tout à fait impossible, mais en partie verticale, on va devoir redégager tout le système, remettre un système performant, remblayer. Et vous avez vu que dans certains cas, c'est pas possible. Donc voilà, il fait très prudent à ce niveau-là. Regardez bien quand, surtout en partie comme ça, enterré, où on est quand même dans des systèmes où on ne va pas pouvoir euh, retravailler régulièrement à la durée de vie de vos produits. Et regardez bien aussi dans les EPD, que ce soit des EPD, parce qu'on en trouve aussi un petit peu de plus en plus. Veillez bien à ce que donc les EPD, les déclarations environnementales, soient certifiées. Il peut y avoir des déclarations environnementales qui ne sont pas certifiées. Donc, le fabricant du produit fait une déclaration environnementale. La nôtre est certifiée, donc on doit passer par une agence qui donne un certificat, et donc eux contrôlent tout ça, et donc les nôtres sont certifiés. Euh, on me demande aussi quelle épaisseur utiliser. Donc là, on a développé nous un système sur notre site internet. Vous allez pouvoir voir hein, si vous allez sur notre site, il y a un onglet services et vous allez voir dans les services. Je regarde juste sur l'écran à côté parce que moi forcément je n'ai que la présentation qui apparaît. Vous allez alors dans l'onglet nos services et vous allez retrouver, vous allez voir euh, c'est même indiqué calcul de l'épaisseur de l'isolant et il y a un calculateur qui fait donc simplement vous entrez toute une série de paramètres. On va vous demander euh, quelle est la surface, on va demander un peu le design du système, est-ce que c'est un radier, quelle est la profondeur du système, quel pouvoir isolant vous voulez, et alors on va alors définir l'épaisseur de l'isolant, peu importe le type, hein, parce vous avez le choix entre différents types d'isolants, et alors voilà, vous pourrez voir les épaisseurs qu'il faut mettre. Ben, je crois qu'on arrive à terme. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais alors juste continuer à revenir au bout de notre présentation. Donc voilà, donc j'ai mis les coordonnées. Encore une. Ah, ici, c'est une question sur une toiture accessible. On va peut-être pas y répondre parce qu'on sort un petit peu du cadre, mais si vous voulez, on va vous recontacter peut-être séparément parce comme on est un petit peu hors sujet. Je vais lire simplement la question comme ça. Il n'y a pas de secret. Je voudrais savoir la compatibilité du foam glass avec de la polyré, poly- polyruée, pardon, appliquée, polyuréthane, oui, je pense que c'est polyuréthane, appliquée sur une toiture accessible. Application directe est-elle possible? Faut-il une membrane entre les deux? Comme ça sort complètement de notre sujet qui est la partie isolation enterrée, on vous répondra séparément si vous voulez bien. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc moi, je fais la partie Grand-Duché de Luxembourg, province de Liège et province de Luxembourg. J'ai d'autres collègues, hein, ici c'est toute l'équipe du Benelux qui s'est rassemblée. Mon collègue Frédéric Stas s'occupe du Hainaut, de Namur ou du Brabant Wallon. Vous avez ses coordonnées ici aussi.
Frédéric Floss, vous voyez que c'est trois Frédéric, trois francophones, c'est trois Frédéric qui fait la partie de Bruxelles. Et alors, ici, vous retrouvez Sylvain Terrain, qui était ici ma grande aide ici pour les répondre aux questions, qui s'occupe lui du service technique. Et puis vous avez en partie centrale ici Catherine, qui a coordonné un petit peu tout ce webinaire. Ce webinaire, pardon, a été enregistré. Donc si vous souhaitez le revoir, n'hésitez pas, il sera mis sur le site internet d'ici peu. Donc vous pouvez le revisionner, le partager avec vos collègues si besoin. Et comme ça, vous retrouvez aussi toutes nos coordonnées pour d'autres questions. Donc on va vous recontacter pour la toiture plate, je sais pas, directement après, si possible. Donc voilà, je vous laisse profiter de votre temps de midi. Et puis bonne fin de semaine et puis bon week-end. Au revoir.